Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence des Mardis de la Science, en direct de Bourges, on peut dire. Donc le site de conférence de Centre Sciences en région Centre-Val de Loire, hein, qui est soutenu par la région Centre-Val de Loire et du Fonds européen du développement en région. Lydie Lescarmentier, ravie de vous rencontrer ce soir. Merci d'être présente avec nous. Donc je suis en compagnie de Sébastien Machin, directeur du muséum, qui va vous présenter et puis présenter le sujet de ce soir. Bonne soirée, merci à tous d'être aussi nombreux ce soir et puis j'espère que vous aurez beaucoup de questions. Et voilà. Sébastien, je te laisse la parole. Merci Marie-Laure. Donc nous sommes ravis d'accueillir une berruguère, mais qui est partie à l'autre bout du monde, Lydie Lescarmentier, qui est glaciologue, spécialiste des pôles et notamment de l'Antarctique, qui est une jeune femme brillante qui a été au CNRS, qui a été en Australie, qui est spécialiste du coup des problématiques du changement climatique, notamment sur la calotte antarctique. Ça va être le sujet un petit peu de cette conférence, de ce webinaire ce soir. On laisse la parole à Lydie, qu'on est ravi d'accueillir, et puis on vous souhaite une bonne conférence. Ok, c'est parti. Bon ben merci en tout cas beaucoup donc au Muséum d'Histoire naturelle de Bourges et puis à Centre Sciences pour avoir provoqué un petit peu cet événement. Donc l'idée ce soir, c'était de pouvoir vous embarquer en Antarctique avec moi, de vous montrer un petit peu déjà à quoi ressemble ce continent, où est-ce que c'est, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y fait quand on est scientifique. Donc vous raconter un petit peu cette histoire des 40e rugissants et 50e hurlants. Et dans une seconde partie, je vous parlerai un petit peu plus du lien qu'il existe entre ces pôles et l'Antarctique. Et je vous parlerai vraiment du lien entre le climat, parce qu'en fait, les régions polaires, c'est pas que des régions qui sont impactées par le changement climatique, c'est aussi des régions qui sont extrêmement importantes dans la régulation de ce climat. Alors, pour me présenter rapidement, mais voilà, je vais aller extrêmement vite. Je m'appelle Lydie Lescarmentier, je suis glaciologue de formation. Donc moi, j'ai passé une petite dizaine d'années à travailler en recherche sur l'impact du changement climatique sur ces glaciers d'Antarctique et sur la calotte antarctique. Et depuis 3 ans, je travaille dans une ONG. Et donc, je suis formatrice, éducatrice au changement climatique pour les enfants maintenant de l'âge de 9 à 15 ans, qui sont un petit peu partout dans le monde, pour les aider en fait à comprendre qu'est-ce que le changement climatique, mais aussi comment trouver des solutions, comment les tourner vers l'action. Alors c'est parti pour le voyage. Donc l'idée c'est vraiment de vous emmener avec moi en Antarctique. Mais avant d'y aller, je voulais replacer un petit peu quelques informations et notamment quelle est la différence entre l'Arctique à gauche et l'Antarctique à droite. Donc l'Arctique, qui est en fait un petit peu ce qu'on connaît le mieux des pôles, puisque c'est la région qui est la plus accessible. On voit sur la carte la France. Donc c'est la région qui est située tout autour du pôle Nord et qui se distribue avec un océan, l'océan Arctique, qui est recouvert de banquise une grande partie de l'année, et tout autour un ensemble de continents, avec notamment la calotte du Groenland qu'on retrouve ici, un ensemble de glaciers. Donc, on voit que c'est vraiment un océan entouré de continents, alors que l'Antarctique, c'est complètement l'inverse. Là, on a un continent avec une calotte, ici, qui fait 14 millions de kilomètres carrés, qui, lui, est entouré d'un océan qui s'appelle l'océan austral. Donc, voilà une autre image prise par satellite de cette Antarctique. On voit vraiment ces deux nuances de blanc. Donc, au milieu, on a ce continent et cette calotte qui fait en moyenne 2 km d'épaisseur. Donc, il y a des endroits où on a même jusqu'à 4 km de glace. Donc, toute cette glace, en fait, est posée sur ce continent. Et autour, on va avoir l'océan austral, dans lequel va se développer la banquise. Donc, elle aura un maximum d'extension pendant l'hiver. Elle peut arriver jusqu'à une surface de 19 millions de kilomètres carrés. Et au minimum, en plein été, ça sera autour de 2,5-3 millions de kilomètres carrés.
Alors l'Antarctique, c'est un continent qui a un statut vraiment très particulier, puisque ce statut, en fait, est lié à un traité qui a été signé le 1er décembre 1959, qui s'appelle le traité de l'Antarctique. Et à cette époque, 12 pays signataires du traité, en fait, ont décidé du devenir de ce continent. Et surtout, ils ont décidé que ce serait un continent qui serait totalement dédié à la paix et à la science. Donc, il y a un ensemble de pays aujourd'hui dans le monde qui ont signé ce traité, qui ont installé des stations scientifiques pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir voir son évolution. Donc, les thèmes d'études sont très différents. Il y a de la géologie, de la météorologie, de la glaciologie, bien sûr. Il y a des biologistes aussi qui vont étudier l'évolution des manchots, par exemple, ou des phoques. En tout cas, voilà, il y a un ensemble de scientifiques qui partent dans ces régions-là. Et en fait, le continent a été en quelque sorte séparés en grands territoires qui sont gérés par ces pays signataires du traité. Donc on voit qu'il y a une grande partie qui est liée à l'Australie. Ils ont 3 stations dont je parlerai un petit peu plus tard. La France a aussi une partie de ce territoire qui est située au milieu de la partie australienne. On voit aussi que la Norvège a des stations, le Royaume-Uni, l'Argentine, le Chili. Et au total, c'est environ une centaine de stations, dont la moitié sont habitées à l'année. Donc avec des logisticiens et des scientifiques qui seront là pour à la fois s'assurer du fonctionnement de la station, mais aussi faire des suivis scientifiques. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau symbole de savoir qu'un ensemble de pays a réussi à se mettre d'accord sur le devenir d'un pays et surtout un devenir non économique. Alors voilà une autre image qui a été faite par Romain Garouste, avec qui j'ai écrit un livre il y a 4 ans maintenant, qui raconte en fait le voyage du navire polaire l'Astrolabe. C'est ce bateau qui ravitaille en fait la station française du Mont d'Urville. Et en fait, ce bateau va faire des allers-retours entre une petite île qui est située au sud de l'Australie, qui fait partie de l'Australie, qui s'appelle la Tasmanie, et notamment une ville qui s'appelle Hobart, jusqu'à du Mont d'Urville. Et donc, je vais vous raconter en fait le voyage pour arriver jusqu'à Dumont d'Urville, le voyage qu'on vit à bord de ce bateau mythique qu'est l'Astrolabe. Donc, on va partir de son port d'attache qui est Hobart. Et donc, la première escale qu'on va faire, c'est dans l'île de Macquarie. Donc, sur le chemin, on passera les 50e hurlants. Et une fois qu'on aura ravitaillé en fait cette île de Macquarie, qui en fait compte une station scientifique australienne, donc on leur apporte régulièrement soit du personnel, du courrier ou des vivres, on continuera le voyage à travers la banquise, puisque à chaque fois que moi j'ai embarqué sur l'Astrolabe, c'était à une période de l'année qui est plutôt tôt dans la saison d'été. Donc c'est vraiment le printemps et on voit qu'à ce moment-là, il y a encore énormément de banquise. Elle n'a pas encore fondu. Donc on va passer dans cette banquise et ensuite on arrivera jusqu'à la base du Mont d'Urville. Donc on part d'Hobart et l'idée c'est d'aller à Dumont d'Urville. Alors j'ai oublié de spécifier qu'en fait la France n'avait pas qu'une seule station en Antarctique. En fait, elle s'occupe de 2 stations, Dumont d'Urville et Concordia, qui est située un petit peu plus dans les terres, qui est gérée à la fois par les Français et les Italiens. Et donc Concordia, il faut imaginer que c'est des moyennes de température à l'année qui sont à environ moins 60 degrés. Il y a des records de température de moins 80 degrés en plein milieu de l'hiver. Donc c'est vraiment un endroit qui est extrêmement isolé, mais qui est très utile pour toutes les études liées à l'astronomie, par exemple, ou à la glaciologie pour récupérer des carottes de glace, vu qu'on est haut sur le continent. Dumont d'Urville, c'est une station qui est côtière, avec des moyennes de température qui vont jusqu'à aller 0 en plein été et moins 30 en plein hiver, pour les minimums. Alors là, on va partir du port d'Hobart. Donc, quand on part, on est accompagné de ce petit bateau qui est le bateau pilote, en fait, un petit peu comme dans tous les ports, et on va descendre la rivière Derwent. Donc, il faut imaginer que comme on est au mois d'octobre et que
fin octobre en général et que c'est du coup le printemps en Australie, souvent on part, on est en t-shirt, en short sur le pont du bateau et on profite des derniers rayons de soleil bien chauds et des senteurs d'eucalyptus avant d'arriver vraiment dans l'océan. Donc il faut imaginer que voilà, là on va passer les 50e hurlants. Donc l'Astrolabe, en fait, c'est un bateau qui a été au départ conçu pour ravitailler des plateformes pétrolières. Donc, il a une coque qui est extrêmement épaisse. Mais c'est un bateau qui a plutôt un fond plat, ce qui est un avantage en fait dans la banquise, puisqu'il va pouvoir grimper sur la banquise un peu comme une savonnette. Par contre, dans l'océan, il a assez peu de tenue et du coup, c'est un bateau qui va bouger énormément. Donc là, voilà un exemple des mouvements du bateau vu depuis la passerelle. Donc là, on avait mis des plaques de métal, puisqu'en fait, on avait du vent qui venait de... Alors là, ça va être tribord. Et pour éviter que ce vent et ces vagues ne viennent casser les vitres. Donc c'est assez violent. Et en général, on ne voit pas grand monde à bord du bateau. Donc là, c'était notamment un ancien marin, donc c'est des gens plutôt qui étaient plutôt habitués en fait à des mers telles que celle-ci. Mais en tout cas, c'est assez éprouvant. Voilà un autre exemple qui nous montre à quel point ça peut être éprouvant. Donc là, pour la petite histoire, c'était un collègue à moi, géologue, qui s'était levé le matin et il y avait eu une tempête pendant la nuit. Et donc, la bibliothèque du bord était tombée avec tous ses livres. Et donc, ils étaient empressés de placer son manteau et ses bottes sous la bibliothèque pour faire croire que quelqu'un était coincé et attendre au coin du salon pour voir si on se faisait surprendre. En tout cas, ça bouge énormément. Après, chacun à bord s'occupe comme il peut. Donc voilà, il y a des personnes qui seront malades, qui resteront dans leur planète. Il y a toujours un petit groupe qui va se retrouver autour de la télé et un petit peu se chamailler sur le choix du film. En tout cas, voilà, c'est une ambiance assez agréable malgré le mal de mer, où chacun essaye de s'occuper comme il peut. Ensuite, on va arriver à cette île qui est située en plein milieu de l'océan austral. Donc c'est assez particulier. On a vraiment l'impression d'être un explorateur en fait quand on arrive à l'île de Macquarie, puisque vous imaginez que ça fait 2 jours qu'on est en pleine mer, qu'on a plus d'horizon, et d'un coup, voilà, on commence à voir des sommets qui se dessinent sur l'horizon, et on arrive à cette île qui est toujours prise par les vents. C'est toujours assez impressionnant, mais très agréable pour nous parce que voilà, souvent on a été malade pendant plusieurs jours et c'est le moment où tout se calme un petit peu, le bateau s'arrête, chacun se prépare. Bon, en tout cas, les Australiens qui vont débarquer se préparent. Et là, il y a 2 petits zodiacs qui appartiennent en fait à la station scientifique, qui vont venir jusqu'à nous récupérer des vivres, du courrier, et ensuite revenir sur cette petite île. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais au fond, sur la plage, on voit quelques silhouettes. Et en fait, c'est des éléphants de mer qui sont là pour la reproduction. Alors, le bateau repart ensuite. Donc, on avance, on se rapproche en fait de cette banquise. Donc, les premiers jours vraiment de froid où on passe un petit peu en dessous de zéro, le bateau vraiment a l'air d'un bateau fantôme parce que les embruns vont être gelés pour la première fois. Donc voilà, ça donne des ambiances assez sympas, assez mystérieuses. Mais voilà, c'est vrai qu'à bord, c'est déjà la délivrance puisqu'on arrive voilà, à la stabilité du bateau, mais aussi c'est la découverte de la banquise. Donc les premiers sons, le bateau qui va venir casser la glace. On entend voilà, le contact le fort, c'est assez impressionnant, surtout que en fait les cuisines et le salon là où on va manger régulièrement se situe sous le niveau de flottaison, et du coup on a
on touche les bateaux, les parois du bateau, et de l'autre côté, il y a la banquise, donc les sons sont extrêmement forts. Alors, on va continuer à avancer. Comme je le disais tout à l'heure, on est au printemps, donc c'est un moment où il y a encore beaucoup de glace. Donc, cette glace, elle va faire entre quelques centimètres d'épaisseur à certains endroits. Là, par exemple, on a des plaques qui sont pas forcément compressées, donc on peut slalomer entre elles. Mais parfois, cette banquise peut être beaucoup plus épaisse. Donc, la banquise, naturellement, arrive à une épaisseur de 3 mètres au maximum, puisque au bout de 3 mètres, elle est isolée de l'atmosphère. Donc, l'eau n'arrivera plus à cette température de moins 2 degrés à laquelle elle commence à former des cristaux de glace. Et donc, étant isolée, les cristaux ne se forment plus et donc elle ne s'épaissit plus davantage. Mais on peut parfois avoir de la banquise un petit peu plus épaisse si on a par exemple 2 plaques qui sont poussées par le vent ou par les courants qui remontent l'une sur l'autre. Donc le bateau continue à avancer. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que l'Astrolabe, c'est un bateau qui a un fond plat. Donc il va faire des allers-retours dans cette glace. Donc on le voit très bien ici, on voit le chemin qui a été tracé par l'Astrolabe. Donc le bateau s'élance sur la glace, appuie sur cette glace, donc elle se rompt sous son poids et recule et avance comme ça au fur et à mesure du temps. Il faut imaginer aussi que sur le bateau, pour avancer dans cette glace, on a quelques images satellites, mais en fait, la banquise, c'est un milieu qui est extrêmement rugueux et qui change énormément en fonction des vents. Et donc, entre la carte satellite qui, des fois, date de la veille ou de l'avant-veille et le moment où on arrive dans la zone avec le bateau, on peut avoir des types de banquises extrêmement différents. Et donc, c'est toujours très compliqué pour le capitaine du bateau de naviguer parce que finalement, il ne sait pas trop où il va. Et donc, parfois, on se retrouve dans des zones de banquise qui sont trop épaisses. Donc, pendant plusieurs jours, on peut rester coincé. Alors, voilà une autre image de cet astrolabe qui est en train de naviguer. Donc là, c'était une zone de Polynie. C'est un endroit où il y avait peu de banquise. Alors, les Polynies, c'est un nom qui vient du russe. Et qui décrit vraiment des zones d'eau libre au milieu de la banquise. Cette eau libre, c'est une conséquence parfois de courants chauds qui vont remonter et qui vont fondre la banquise. Ça peut être aussi une conséquence de vents qui viennent pousser, chasser la banquise au large. Et à notre droite, on observe un iceberg. C'est un iceberg tabulaire qui est issu du coup de la calotte antarctique. Et cet iceberg, on a navigué le long de ses flancs pendant quasiment une journée. Donc c'est pour vous deviner un petit peu les dimensions en fait de ces icebergs d'Antarctique. Alors là, c'est une image qui a été prise en 2011. C'était ma 4e mission scientifique en Antarctique, dans cette région-là. Et cette année-là, on est resté coincé dans la banquise, mais une banquise extrêmement épaisse. On le voit à droite d'ailleurs, vous avez des plaques de banquise. Alors déjà, on ne voit pas trop la limite des plaques, donc ça montre qu'on est vraiment dans une zone de compression. Mais par contre, on observe cette crête, cette petite montagne qui est issue, il faut imaginer que c'est comme la tectonique des plaques, qui est issue de la compression en fait, de 2 plaques qui vont un petit peu remonter vers le haut. Et ces crêtes de compression, elles ont aussi un nom inuit qui s'appelle les hummocks. Et en fait, ça nous donne un indice sur l'endroit où on est. Et cette banquise, en fait, c'était vraiment compressé autour de l'astrolabe. Et à cet endroit-là, on est resté coincé pendant 56 jours sans pouvoir sortir parce que la banquise était trop épaisse. Voilà une autre image donc de 2011 qui montre, vous voyez, à gauche de l'image sur le bord de l'astrolabe, il y a une échelle qui nous permettait en fait de pouvoir descendre sur la banquise et randonner, et nous promener un peu et découvrir cet environnement. Mais c'était quasiment la fin de notre séjour de 56 jours coincé à bord.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on arrive vers la calotte antarctique, en fait, on observe une sorte de grand nuage, ce gâteau de glace en quelque sorte. Alors souvent, on se fait doubler aussi par les manchots, puisqu'ils vont plus vite que nous dans la banquise assez souvent. Et comme on est au printemps, c'est aussi la période à laquelle eux reviennent vers les colonies pour se reproduire. Là, vous avez des manchots Adélie qui vont probablement à la colonie de la station du Mont d'Urville, puisque en fait, cette station a été construite sur une colonie de manchots. Voilà une autre image de l'astrolabe, toujours dans les glaces, mais alors cette fois-ci avec un manchot empereur, donc qui est bien plus grand que les manchots Adélie, et qui, lui, se reproduit en plein milieu de l'hiver sur la banquise. Et une fois qu'on s'est rapproché au maximum de la station, alors moi je dois dire que sur les 4 missions que j'ai fait en Terre Adélie, on n'a jamais réussi à arriver jusqu'à la station puisque la banquise était trop épaisse près du continent. Donc souvent les 100 derniers, voire 200 derniers kilomètres, on les effectuait en hélicoptère. Donc les hélicoptères sont gardés en fait dans la cale du bateau et ils sont sortis ensuite dès qu'on sent qu'on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, on va ravitailler la station du Mont d'Urville en vivres, en personnel. Donc les campagnards d'été, donc toutes les personnes qui vont travailler sur la station pendant les 4 mois d'été, donc les 4 mois où il y a moins de banquise, vont partir, mais aussi tous les hivernants, donc ces personnes qui vont passer parfois 1 an, voire 1 an et demi sur la station à faire, alors soit s'occuper du fonctionnement de cette station, soit s'occuper de toutes les mesures scientifiques. Voilà une image des marins à bord en train de naviguer dans la banquise. Alors, vous aviez 2 mécanos à gauche et puis le second à droite. Encore une image de l'astrolabe pris dans les glaces. Donc là, pour finir un petit peu cette histoire, on était coincés à bord et en fait, les hélicoptères n'étaient plus capables d'aller jusqu'à la station du Mont d'Urville puisqu'il y en avait un des deux qui était en panne à cause d'un relais qui avait cassé. Et donc, on a attendu pendant plusieurs jours un avion qui a survolé la zone, qui a largué un bidon avec cette petite pièce de relais électronique qui a ainsi pu permettre à l'hélicoptère de repartir. Voilà, donc on s'est bien occupé. 56 jours, c'est long, mine de rien. Donc, on a appris notamment à faire des igloos à cette occasion. Et voilà une vue de l'astrolabe, pour une fois, de haut, depuis l'hélicoptère, qui m'a amené, du coup, moi, jusqu'au glacier que j'étudiais, qui est le glacier Mertz, dont je vais vous parler en deuxième partie. Et enfin, la fameuse station du Mont d'Urville. Donc, c'est une station qui date des années 60, qui est composée comme quasiment toutes les stations de cette époque-là, de plusieurs bâtiments. Et ça, c'est vraiment voulu. C'est vraiment une sécurité pour la gestion du feu, parce qu'il faut imaginer qu'en Antarctique, si on ne peut pas survivre à l'extérieur, donc si un bâtiment prend feu, il faut qu'on puisse se réfugier dans un autre bâtiment. Donc, je ne l'ai pas expliqué, mais la station du Mont d'Urville est située sur un archipel. Et là, précisément, c'est l'île des Pétrels. Et l'ensemble de l'archipel s'appelle Point de géologie. Et donc, derrière, on voit un glacier qui s'appelle le glacier de l'Astrolabe. Et encore derrière, l'Antarctique. Donc, une fois, j'ai travaillé pendant 4 ans près de cette station du Mont d'Urville en Terre Adélie. Mais ensuite, j'ai aussi travaillé avec les Australiens. Donc, je vais vous parler rapidement de ce territoire-là. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, les Australiens ont 3 stations différentes qui s'appellent Casey, Davis et Mawson, qui sont situées en Antarctique de l'Est. Donc, c'est la région d'Antarctique qui est située au sud de l'Afrique du Sud et au sud de l'Australie. Et c'est l'endroit en fait où on trouve le plus de glace.
Et en termes d'impact du changement climatique, c'est aussi un endroit qui pose beaucoup de questions, puisque alors déjà, c'est une grande quantité de glace comparée à l'Antarctique de l'Ouest, mais aussi c'est un endroit où on a beaucoup d'incertitudes en fait sur l'impact du changement climatique, notamment parce qu'on a assez peu de données, puisqu'il y a peu de stations qui sont installées là-bas. On le voit très bien, en fait, c'est l'endroit le plus difficile d'accès de l'Antarctique, contrairement par exemple à la péninsule, qui est beaucoup plus proche de l'Amérique du Sud, ou de l'ouest de l'Antarctique, voilà, où on a à peine quelques jours de mer pour pouvoir y accéder. Donc, c'est un endroit qui nous intéresse tout particulièrement. Donc, pour y accéder, de même, il y a un navire polaire tel que l'Astrolabe qui est un petit peu plus conséquent, qui s'appelle l'Aurora Australis. On peut aussi y aller en avion, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Là, c'était un A319, donc c'est le même type d'avion qui rallie Paris à Marseille. Et donc, ces avions peuvent se poser sur la glace à condition que les conditions météorologiques entre la Tasmanie et l'Antarctique soit parfaite. Donc, ça m'est arrivé d'attendre cet avion pendant quasiment une semaine parce qu'il y avait trop de mauvais temps, trop d'incertitudes sur la météo. Il fallait absolument avoir un beau temps sur tout le trajet. Et donc, en 5 heures à peine, on se retrouve, depuis l'Australie, on se retrouve sur le continent antarctique. Donc, voilà une image en fait de ces petits aéroports. Donc, à droite, on a la piste. Et puis, à gauche, vous avez la simple tour de contrôle. Donc, il n'y a pas trop de trafic non plus. Donc, c'est pas très compliqué. Voilà une image de l'Aurora Australis, donc là qui est en train de ravitailler la station Casey. Et enfin une autre station, donc là c'est la station Mawson, sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Donc ça c'était en 2013. Une dernière image pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces stations, parce que c'est vrai que j'ai souvent des questions à ce sujet-là. On s'imagine, parce qu'on voit ces conteneurs, ces stations qui datent des années 90, et on se dit comment c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment aussi hostile? Et en fait, non, c'est vraiment des endroits très confortables. Vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui vont y passer 1 an et demi. Donc, il faut que ça ressemble un petit peu à une maison. Donc, on a toujours pas mal voilà, de distractions, un coin sympa, toujours un bar, une cantine où chacun va partager son repas, des chambres où on dort, alors en général tout seul quand on est en plein hiver, mais à 2, 3, 4 en plein été. C'est des endroits plutôt sympas finalement. Alors voilà une image du continent, donc même de la calotte, du plateau. Donc pour vous montrer, là on est en train de passer le cercle polaire antarctique, pour vous montrer que ça ressemble vraiment à un désert. L'Antarctique, c'est le plus grand désert du monde avec très peu de précipitations de neige. Et donc là, on se trouve sur une glace qui va très peu bouger, qui va très peu se déformer puisqu'on est sur un plateau. C'est quelques millimètres par an. Donc là, c'était pour nous montrer qu'on était bien sur le territoire australien. Ils avaient amené quelques panneaux d'Australie, tout simplement. Mais ces bidons étaient aussi un moyen de nous montrer qu'on était sur la bonne route, sur le bon chemin. Puisqu'à part les repères GPS, en fait, il n'y a pas de route et tout change avec le temps. Donc à chaque fois qu'on arrivait à un bidon, il y en avait un tous les kilomètres, on savait qu'on n'avait pas perdu la route de vue. Et quand on se rapproche en fait de la côte, ce plateau qui est extrêmement plat où la glace se déforme très peu va s'accélérer, cette glace va s'accélérer et former des glaciers qui s'appellent des glaciers émissaires. Donc là, ils vont commencer à se cisailler, à former des crevasses, puis à former des icebergs. On dit qu'ils vont bêler des icebergs qu'on va retrouver ensuite dans l'océan australien, qu'on en voit pas mal sur l'horizon. Alors maintenant que je vous ai présenté plus en détail
l'Antarctique, je vais vous expliquer un petit peu mieux la relation entre les pôles et le climat. Et pour commencer, je vais vous présenter comment la formation de cette grande calotte qui est l'Antarctique, une calotte de 14 millions de kilomètres carrés. Donc les précipitations sont des précipitations de neige. On a eu ces dernières années quelques précipitations d'eau, mais c'est vraiment anecdotique. Et cette neige, en fait, va s'accumuler, va se tasser sous son propre poids, et donc, au cours du temps, elle va expulser l'air qu'elle contient. Et au bout de plusieurs années, elle va former de la glace. Donc, c'est vraiment à partir de la neige, des précipitations de neige, qu'on forme de la glace. Elle va s'accumuler jusqu'à former des épaisseurs de glace jusqu'à 4 km. Et sur les côtés de cette calotte, elle va s'écouler jusqu'à former ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces fameux glaciers émissaires qui vont drainer la glace de la calotte et ensuite former des icebergs qui vont flotter dans l'eau. Donc tout ça va aussi avoir un poids sur le continent, le socle rocheux qu'on a juste en dessous. Alors voilà une petite image qui vous montre en fait l'évolution de cette neige, de ce flocon de neige qui va tomber sur cette calotte, qui au cours du temps, au cours des années, va se transformer en glace. Et en fait, ça, c'est extrêmement intéressant pour les glaciologues, et notamment les glaciologues qui étudient le climat, puisque ce flocon, en se transformant en glace, va emprisonner des petites bulles d'air qui vont être en fait des échantillons de l'atmosphère au moment où le flocon est tombé sur cette calotte antarctique. Et ces bulles d'air vont être ensuite analysées par ces climatologues, à la fois en termes de concentration de gaz. Par exemple, on va chercher des concentrations de CO2, de gaz à effet de serre, pour savoir quels étaient les rapports et les comparer à ceux aux concentrations qu'on a aujourd'hui. Mais aussi, on va analyser un atome particulier qui est l'atome d'oxygène et notamment ses isotopes. Les isotopes, c'est un petit peu ce qui va donner le poids à l'atome. Et en fonction de la proportion d'isotopes, on saura quelle était la température au moment où ce fameux flocon est tombé. Donc ça, c'est grâce à ces analyses-là qu'on a réussi à lier en fait les concentrations de gaz à effet de serre et les températures dans les climats passés de la Terre. Aujourd'hui, on a réussi à remonter à des analyses qui vont jusqu'à quasiment 1 million d'années, et au cours de ces 2 prochaines années, des carottes de glace d'1,5 million d'années vont être prélevées. Donc on va en savoir encore plus sur ces climats passés. Alors là, je vous ai mis une autre image, qui est une image qui a été prise sur le glacier Mertz, qui est ce fameux glacier que j'ai étudié en thèse pendant que je travaillais en terre à Delhi. Et donc l'idée pour nous, c'était de suivre l'évolution de ce glacier au cours du temps. Et notamment, s'était intéressé à ce glacier depuis les années à peu près 2000, puisqu'on voyait une fracture en fait qui est en train de se développer à sa surface, et on voulait voir quelles étaient les différentes étapes qui menaient au vélage d'un iceberg. Et ce glacier est vraiment très particulier puisqu'il fait 150 km de long par 35 km de large, et il allait donner un iceberg de 80 km de long par 35 de large. Donc un iceberg monumental. Et on voulait à la fois connaître ces petites étapes, mais aussi on voulait connaître quelles étaient les interactions entre l'océan, puisque c'est un glacier qui flotte sur l'eau en partie, le glacier et la calotte antarctique, pour utiliser toutes ces informations dans la modélisation des climats futurs. Savoir si par exemple le niveau marin augmente ou la température de l'eau augmente, quel est l'impact sur les glaciers émissaires et quel est l'impact en amont sur la calotte antarctique. Donc on posait en fait des récepteurs GPS. Donc à gauche, vous avez l'antenne qui est posée sur un piquet, et à droite, la pyramide avec une paire de batteries, un récepteur GPS et une éolienne ainsi qu'un panneau solaire pour assurer l'alimentation de tous les instruments.
Donc là, on était situé sur le glacier qu'on voit ici sur cette image satellite. Donc je vous ai replacé la station du Mont d'Urville. On voit pas très bien l'étoile noire. On se croirait dans Star Wars, mais qui est juste là. Et voilà la dimension de ce glacier avant son vélage, puisqu'ensuite, c'est toute cette partie-là qui est partie. Et pour finir cette histoire autour du glacier Mertz, en fait, on suivait l'ouverture de cette fracture qui était un phénomène plutôt naturel qui arrivait tous les 70 ans quand le glacier atteignait une certaine longueur, puisqu'on voit que du coup, quand il est très long, il est vraiment soumis au courant. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet iceberg, le B9B, là, dont j'ai marqué les limites, qui était installé sur des hauts fonds depuis plus de 20 ans, s'est mis à bouger du jour au lendemain et a tourné et est venu casser en fait la dernière petite partie de glace qui liait l'iceberg du glacier Mertz à son iceberg. Alors aujourd'hui, ce genre de cartes, c'est les cartes les plus partagées par les glaciologues, puisqu'elles montrent en fait l'impact du changement climatique, du réchauffement sur la glace de la calotte. Et donc apparaît ici en rouge et même jusqu'au violet toutes les parties qui fondent, donc qui sont soumises à ce réchauffement et qui se distribuent essentiellement en Antarctique de l'Ouest. Donc c'est cette partie avec la grande virgule de la péninsule et qui est encadrée par les deux grandes plateformes de glace que sont plateforme de Ross et la plateforme de Rosny en mer de Weddell. Et donc ces endroits sont extrêmement vulnérables, déjà parce qu'ils sont situés un petit peu plus au nord. On a vu que la péninsule antarctique était proche de l'Amérique du Sud, et aussi parce qu'il y a des intrusions d'eau chaude qui viennent en fait fondre à la fois les plateformes de glace, mais aussi les glaciers qui sont au contact de l'eau, et qui sont particulièrement vulnérables. Il y a aussi un petit peu de fonte près de la plateforme Emery, qui est soumise à peu près au même phénomène. Mais ce qu'on observe aussi, donc ça j'ai oublié de le préciser, c'est un comparatif entre 2003 et 2019. Et en bleu apparaissent les endroits où, au contraire, on mesure un petit peu plus de masse qu'auparavant. Et c'est essentiellement un petit peu plus de neige. Et ça, c'est un effet qui est très intéressant de noter, qui est plutôt transitoire. C'est que vu qu'on a un réchauffement de cette région du monde, on a aussi une accélération du cycle de l'eau avec plus d'évaporation qu'avant et donc plus de précipitations de neige. Donc à certains endroits, de façon vraiment transitoire, on a un petit peu plus de neige qui s'accumule qu'auparavant, où c'était beaucoup plus sec. Mais bien sûr, cet effet va être ensuite rattrapé par le réchauffement. Et donc, alors là, je vais vous parler d'un phénomène qu'on cherche à mesurer, qui en fait est très lié à cette quantité de glace, à cette masse de glace qu'on mesure en Antarctique, qui est le rebond post-glaciaire. Alors, pour vous expliquer un petit peu tout ça, il faut imaginer que vous asseyez sur votre canapé. C'est une image que j'aime bien parce qu'elle est très parlante. Donc, vous asseyez dessus. Et donc, votre canapé va se déformer, forcément. Et ensuite, vous allez vous relever. Lorsque vous vous relevez, en fait, il y a une partie de votre canapé qui va remonter tout de suite, puisqu'il n'y a plus de poids. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réponse élastique. Et c'est ce qu'on essaye de faire apparaître avec ce type de carte. Donc, c'est en fait des fluctuations de glace d'une année sur l'autre. Savoir est-ce qu'en 2018, il y a eu dans cette région plus de neige qui s'accumulait, au contraire, est-ce qu'on a eu plus de fonte. Mais quand vous êtes levé de votre canapé, il y a une partie qui n'est pas remontée tout de suite, qui va mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, des fois, ça dépend de votre canapé, à remonter. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'isostasie ou le rebond post-glaciaire.
Donc c'est un mouvement qui est beaucoup plus lent. Et dans l'histoire de la Terre, ce mouvement-là de remontée, il est lié en fait à la disparition des anciennes calottes de glace qui sont formées au dernier âge glaciaire, il y a environ 20 000 ans, et qui sont des mouvements qui sont visqueux, qui sont liés à la remontée du manteau, puisque comme ces calottes ont disparu, il y a moins de poids qu'avant, et donc le manteau qui est visqueux remonte. Mais ces mouvements vont prendre voilà, 10 000 ans quasiment à même bien plus, puisqu'on les mesure encore depuis 20 000 ans, vont mettre des dizaines de milliers d'années à remonter. Donc ça a été une partie de mon travail, notamment avec les Australiens, de mesurer à la fois les variations de masse qui sont liées à des variations voilà, de quantité de glace d'une année sur l'autre, donc ce mouvement élastique, mais aussi à mesurer le rebond post-glaciaire qui est issu en fait de la disparition de ces grandes calottes de glace qui étaient visibles dans le monde. Donc, il y en avait qui étaient en Scandinavie, il y en avait une autre très importante qui recouvrait le Canada, et bien sûr l'Antarctique qui a toujours une calotte, était bien plus épais à cette date-là. Voilà un autre exemple en fait d'instruments qu'on avait installés. Donc ces instruments en fait on les installe sur ce qu'on appelle des nunataks. Donc c'est des petites parties de roche qui sont libres de glace. Et donc tout autour en fait vous allez avoir la calotte antarctique. Il faut savoir que ces nunataks sont assez difficiles à trouver. Nous ils nous intéressent particulièrement puisqu'on peut poser des instruments de manière fixe. Mais 98% de l'Antarctique est recouvert de glace, donc ils sont assez précieux. Une autre importance de ces régions polaires, c'est lié en fait à la couleur de la glace. Il faut imaginer, ça c'est le cas à la fois en Arctique ou en Antarctique, qu'on a des surfaces qui sont extrêmement blanches et qui vont du coup renvoyer une grande partie des rayons solaires. Mais à cause de la fonte à la fois de la banquise et de certains glaciers dans le monde, aussi de glaciers en Antarctique, en fait, cette couleur blanche est remplacée par des surfaces plus sombres, que ce soit l'océan, pour l'océan Arctique, ou alors la roche, dans le cas de certains glaciers, des glaciers en montagne, par exemple. Et donc, cette couleur, le changement de couleur et le remplacement par une couleur beaucoup plus foncée fait qu'en fait, l'océan ou la roche vont absorber davantage la chaleur et donc entraîner une fonte accélérée des masses de glace qu'il y a tout autour. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, en Arctique, l'océan, cette région du monde se réchauffe tout particulièrement, donc 2 fois plus que le reste du monde, parce qu'il y a ces boucles de rétroaction qui sont mises en place dues à ce changement de couleur, notamment. Une autre importance des pôles, de manière générale, et de l'Antarctique, bien sûr, c'est leur place dans le fonctionnement des grands courants, et notamment de ce grand tapis roulant qui est représenté ici, que l'on appelle la circulation thermohaline. En fait, cette grande circulation, elle est liée aux différences de densité qui sont liées en fait à de l'eau, qui sont liées à la fois à des différences de température de l'eau, mais aussi des différences de salinité de l'eau. Par exemple, si vous prenez un grand bac d'eau, qui est de l'eau douce du robinet, et que vous versez dans cette eau de l'eau qui est salée, cette eau salée, en fait, elle va plonger au fond, puisqu'elle est bien plus lourde que notre eau douce. De même, si vous versez de l'eau froide dans de l'eau qui est à température ambiante, cette eau froide va plonger, puisqu'elle est plus lourde que de l'eau chaude. Et en fait, l'ensemble de ces mouvements de plongée et de remontée de l'eau sont visibles par ces courants et vont permettre d'homogénéiser un petit peu à la fois la température, mais aussi la salinité des océans. Il faut imaginer qu'une petite goutte d'eau qui sera tombée, par exemple, en Équateur, va mettre 1000 ans
à faire le tour de la planète via cette grande circulation. Mais pour créer à la fois de l'eau froide qui va plonger ou de l'eau salée qui va également plonger, qui vont être du coup des moteurs de cette circulation, on a besoin en fait des régions polaires et notamment de ces grandes polynies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces polynies, juste pour repréciser, c'est des zones d'eau libre au milieu de la banquise qui se forment notamment via les vents catabatiques. Et en fait, ces vents vont souffler à la surface de l'eau, ce qui va former des petits cristaux de glace qu'on appelle le phrasime, qui en fait est vraiment l'unité de base de formation de la banquise. Puis, ces petits cristaux vont s'agglomérer, vont être transportés au large, ce qui fait que l'eau qui reste sur place va être très salée, puisque ces cristaux de glace se forment qu'à partir d'eau douce. Donc ce sel va s'accumuler au cours du temps, et au bout d'un moment, quand cette eau va être très chargée en sel, elle va plonger, et c'est ce qu'on voit ici, en fait, c'est le premier coup de pédale, disons, de ce courant, de ce grand tapis roulant. Cette même eau, en fait, lorsqu'elle va arriver près de l'équateur, elle va se réchauffer et du coup va remonter proche de la surface puisqu'elle va être plus chaude, donc plus légère, et puis aussi parce qu'elle aura perdu une grosse partie de son sel. Et donc, elle va remonter à la surface, puis rejoindre l'océan Atlantique. Et là, en Arctique, il se passera à peu près la même chose qu'en Antarctique. Donc, près des zones où on a une formation de la banquise, on va avoir de nouveau une plongée d'eau extrêmement salée. Il faut savoir en fait que cette plongée-là, en Nord-Atlantique, c'est une des composantes en fait du Gulf Stream qui nous permet à nous d'avoir un climat qui est beaucoup plus tempéré que pour les mêmes latitudes, par exemple, au Canada. Donc, on voit que faut imaginer que toute cette circulation, elle va vraiment avoir des conséquences sur notre météo locale et va même réguler 60% de notre climat. Enfin, je voulais vous montrer une image de biologistes qui travaillaient en Antarctique, qui étaient des biologistes et plongeurs, qui plongeaient sous la banquise de manière à récupérer des organismes marins. Parce que pendant des années, en fait, il y a eu on les appelle des pêcheurs dans le langage antarcticien. C'est donc des biologistes qui vont venir récupérer en fait des spécimens avec des petits chaluts et les remonter à la surface pour pouvoir déterminer de nouveaux spécimens. Et en fait, ces dernières années, c'est plutôt des plongeurs qui font ce travail de manière à vraiment à la fois photographier l'organisme, parce que parfois c'est des organismes mous, dans leur environnement, donc en comprendre mieux leur fonctionnement. Et je me rappelle que quand j'étais sur place avec eux, quasiment tous les jours, ils découvraient un organisme qui n'était pas forcément connu. Donc c'était très intéressant. Alors je vais finir par quelques images bonus avant de passer aux questions. Donc voilà une image un petit peu plus près d'un manchot adélie qui est en fait en train de créer son nid de pierre. Donc on voit en fait son œuf qu'on prend quasiment pour une pierre entre ses pattes. Et c'est vraiment leur particularité au manchot adélie. Donc déjà ils se reproduisent en plein été et ils se reproduisent sur des petits monticules de roches. Ensuite, on va avoir, donc là c'est un jeune phoque de Weddell, donc, qui était né dans à peu près 10 jours, voire 2 semaines auparavant, donc qui était extrêmement jeune et curieux. Et qui vit du coup en tout cas les premières semaines sur la banquise. Une image de banquise aussi, où on voit vraiment ces mouvements en fait, vraiment comme de la tectonique des plaques. Et enfin, une image du manchot empereur. Et donc là, c'est la colonie, pour la petite histoire, c'est la colonie qui est située à Dumont-d'Urville et qui était la colonie star dans La Marche de l'Empereur. Voilà, merci beaucoup. Merci Lydie. Merci beaucoup, c'était passionnant. Oui.
c'était passionnant, des paysans. On n'imagine pas quand on est en France le périple que c'est et le temps qu'il faut pour arriver à cet endroit du monde. Il faut être motivé pour aller faire des études et des recherches, mais qui sont très très importantes par rapport aux problématiques planétaires et au changement climatique. Donc, chapeau bas par rapport à tout ça. Est-ce que l'on a des questions? Oui, Cécile? Oui, bonjour et vraiment grand merci pour cette présentation, c'est absolument passionnant. J'ai pas mal de petites questions en fait, mais la première là, que je voulais poser, c'était par rapport à votre explication sur l'effet de la fonte et l'impact sur les différents courants. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ça est-ce que l'influence sur le Gulf Stream entraîne un réchauffement de ce courant-là? Et également une Oui. augmentation de la salinité des océans finalement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y a pas mal de choses qui sont imbriquées. Oui, l'idée, c'était vraiment de vous faire comprendre qu'à la fois la température de l'eau, mais aussi la salinité a une grande importance pour le fonctionnement de ce courant. Et effectivement, si on fait fondre les calottes ou les glaciers, donc, on a un apport supplémentaire d'eau douce, donc on a moins de formation de cette eau très salée. Mais aussi, si on n'a plus de formation de banquise parce qu'il fait trop chaud, on a aussi plus de formation de cette eau salée. Donc, c'était vraiment montrer à quel point tout est équilibré et que si on fait un apport à la fois d'eau soit plus chaude, soit moins salée, ça a des conséquences sur toute cette circulation et sur le Gulf Stream. D'accord. Et donc sur nos climats locaux. Voilà. D'accord. Merci. Alors, la question d'Emeric, qui n'a pas de micro, c'est: la glace de l'Antarctique est-elle vouée à disparaître? Alors non, non. Toute la glace de l'Antarctique ne va pas disparaître, et heureusement pour nous, parce qu'en équivalent de hausse du niveau marin, ce serait 60 mètres d'augmentation partout dans le monde. Donc heureusement pas. Par contre, on voit bien qu'il y a des seuils d'augmentation de la température à ne pas dépasser qui auraient pour conséquence vraiment des déstabilisations en fait de toutes ces masses de glace. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment un lien étroit entre l'océan, les plateformes de glace ou les glaciers émissaires et la calotte en amont. Et on voit bien que en fait, ces plateformes et glaciers émissaires, ils font le lien entre les deux. Donc, s'ils disparaissent, ils ont tendance à ramener en fait la glace qui est sur la calotte vers les océans. Donc, on a des petits systèmes comme ça d'emballement. Et je sais qu'il y a 2 études qui sont sorties ces dernières semaines sur le sujet et qui montrent que pour la calotte du Groenland, ces seuils à ne pas dépasser sont autour de 1,5-2 degrés d'augmentation de la température. Donc là, on a déjà passé 1 degré en 2018, donc on est vraiment proche. Et en Antarctique, c'est des seuils qui sont plutôt autour de 2,5 degrés. On n'est pas très loin non plus. Et c'est vraiment de très grandes quantités de glace qui partiraient très rapidement vers les océans. Donc, même si tout ne va pas disparaître, puisque ça restera quand même des zones où il fera plus froid et on aura un petit maintien de ces températures négatives, il y aura quand même de grosses conséquences à des 2 degrés, c'est l'accord de Paris, donc on sait que c'est pour bientôt. Alors, je vais donner la parole à Laurent qui avait levé la main. Merci, c'est très gentil. Bravo, hein, et merci pour toutes ces explications. J'ai la chance de pouvoir vous écouter de temps en temps sur les radios. Bref, c'est bien de votre livre. Donc, ma question est la suivante. Le fait que les rochers en bas des fronts glaciaires se dénudent de glace, ok, la couleur change, se noircit, donc du coup, il y a un réchauffement qui s'effectue, enfin la réverbération n'est plus la même. Mais est-ce que les rochers, eux, qui deviennent dénudés de glace, de neige, de glace en particulier, se réchauffent en surface et du coup, est-ce que ça contribue également au réchauffement des fronts des glaciers? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout est lié. En fait, ça commence même par ça. Et c'est pareil en Arctique, c'est que
la roche va absorber beaucoup plus de chaleur, puisque du coup, elle sera directement en contact avec les rayons lumineux. Et c'est ce processus de relation entre la couleur et les rayonnements s'appelle l'albédo, en fait. Et donc, il y a beaucoup plus d'absorption. Et donc, ça va aussi entraîner davantage de fonte sur le glacier qui est situé à côté, à proximité. Ce qu'on observe aussi, pour aller un petit peu plus dans les détails, c'est qu'il y a beaucoup de glaciers de montagne qui sont plus forcément recouverts de neige, puisqu'il y a moins lié au réchauffement, les saisons de neige sont plus courtes. Il y a aussi plus une augmentation de la température, donc il y a moins de précipitations de neige, ce qui fait que on a plutôt des surfaces qui sont de la glace. Et en fait, la glace a aussi une couleur différente de la neige, un albédo différent, et a tendance à un petit peu plus se réchauffer que la neige, puisque c'est moins blanc. Et là, c'est pareil, du coup, ça emballe un petit peu le réchauffement de ces glaciers de montagne, juste par le fait qu'il y a moins de neige à la surface. Merci, c'est très clair. Alors, nous avons une question. La scientifique que vous êtes et le fait que vous soyez jeune et citoyenne, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour les générations humaines à venir? Oui, très bonne question. Alors, c'est toujours assez compliqué de répondre. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, alors voilà, parce que c'est mon caractère, mais aussi parce que si on commence à baisser les bras, on s'en sortira pas. Et je pense vraiment qu'il faut vouloir aller de l'avant. Il faut aussi se battre un petit peu pour ce qui nous attend. Et si on n'a pas envie de ce qui nous attend, on le laissera de côté, on le regardera pas et on fera rien dans ce sens-là. Donc moi, puis en plus, je travaille avec les enfants et on peut pas proposer aux enfants un monde qui va être noir, qui va être fait juste d'une augmentation du niveau marin, de vagues de sécheresse. Il faut vraiment montrer que on a de la marge de manœuvre et que le changement climatique, c'est aussi un moyen de remettre à plat tout notre fonctionnement de société et de repenser en fait l'avenir. Et c'est là-dessus que j'essaye vraiment de me concentrer et de mener à la fois les enfants avec qui je travaille, mais aussi les personnes avec qui j'ai la chance de pouvoir discuter comme pour ce genre d'événement. Donc non, j'essaye d'être optimiste. Après, j'avoue que des fois, je suis un petit peu moi, je me rends compte, comme tout le monde, de l'inertie en fait qu'il existe aujourd'hui pour faire changer les choses. Je vois qu'on n'est pas du tout à la hauteur du défi. Et ça, j'avoue que ça a tendance à m'énerver, à m'exaspérer. Mais de manière générale, j'essaie de rester optimiste. Alors, on va donner la parole à Cécile qui avait une question. Allez-y, Cécile. Moi, j'ai plein de questions. Dans la suite de ce qui vient de vous être demandé, est-ce que, enfin, je crains votre réponse, hein, vu ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que vous sentez quand même en tant que scientifique, avec la communauté scientifique, est-ce que vous vous sentez un peu entendu par ceux qui ont le pouvoir politique de faire bouger les choses, ou est-ce qu'on est vraiment dans des grandes déclarations comme on le craint, enfin moi comme je le crains, et où en fin de compte, voilà, c'est des mots et ça reste des mots. Oui, alors c'est vrai que moi, en tant que scientifique, j'essaye toujours de me concentrer sur les chiffres et de pas forcément m'engager à la fois dans le militantisme, des choses comme ça, puisque c'est toujours compliqué en fait. J'ai pas envie d'avoir à choisir un camp. C'est vraiment ça. Mais j'ai envie que tout le monde soit au courant en fait. C'est l'idée à la fois de mes interventions, aussi de mon travail, c'est que chacun puisse avoir les cartes en main et choisisse, il soit au courant de ce qui se prépare, mais aussi puisse agir à son échelle. Après, oui, je pense que le problème, c'est que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas formés, qui n'ont pas forcément ces cartes en main, qui ne se rendent pas forcément compte de l'urgence des changements
qu'il y a à mettre en jeu. Et puis je pense que voilà, il y a plein de, il y a trop de paramètres à leur échelle à prendre en compte pour réussir à mettre tout le monde d'accord. Et je pense que c'est, pour moi, le climat, c'est vraiment quelque chose qui doit sortir du domaine politique. Ça doit être quasiment un code moral, en fait. C'est comme le développement durable, ça doit être un investissement de chacun, ça doit être quelque chose de totalement automatique. Et en fait, tant que ce sera juste voilà, soit des grandes déclarations, soit un argument politique, je pense qu'on sera un petit peu à côté. Je sais pas si je réponds exactement à la question, mais voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. Oui, si, tout à fait. Du coup, voilà, vous avez abordé les deux autres questions que je voulais poser. C'était comment les enfants accueillent votre message et si vous aviez un ou des conseils à donner aux citoyens que nous sommes, nous, pour justement faire changer les choses, quels seraient-ils? Alors, les enfants, en fait, ça se passe plutôt bien. En plus, moi, je travaille avec des enfants plutôt jeunes. Mais tant qu'on leur montre qu'il y a des possibilités, par exemple, toutes les ressources pédagogiques qu'on fait, il y a une partie vraiment sur la compréhension des mécanismes et la seconde partie, c'est vraiment les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont besoin de s'en emparer, ils ont besoin de montrer que voilà, qu'ils sont acteurs. Et souvent, c'est des choses qui vont ramener chez eux, qui vont un petit peu ensuite communiquer à leurs parents, à leur communauté. Et ça, c'est assez extraordinaire et c'est très engageant pour tout le monde. Donc voilà, ils ont un petit peu c'est drôle parce que, enfin, c'est pas drôle, mais ils ont des réactions qui sont totalement. Alors comment explique ça? Un exemple, une formation que j'avais avec une intervention que j'avais faite en classe et les enfants à la fin étaient en train de me dire mais pourquoi on fait rien en fait? Et ils sont vraiment dans cette attitude-là. Allez, c'est parti, on fait quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Alors déjà pas mal de choses. Alors je vous invite à regarder un petit peu sur internet. Il y a pas mal de petits cabinets de consulting qui ont montré que on peut quand même avoir un impact sur nos émissions jusqu'à 30% à l'échelle individuelle. Donc c'est pas rien. Et je pense qu'il faut, moi je crois vraiment à l'engagement de chacun. Je pense que c'est chacun dans nos petits changements de comportement, on va réussir à faire remonter les choses plus haut. Moi, je prends souvent l'exemple du bio, par exemple. Le bio, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Puis après, il y a eu quelques tout petits rayons dans les supermarchés. Et parce que tout le monde l'a réclamé, c'était vraiment un argument. Et ben là, aujourd'hui, on a des propositions. C'est pas toujours parfait, mais il y a il y a des magasins qui sont dédiés à ça. On a repensé la réglementation. Donc ça montre que puisque nous, on l'a demandé, ça a changé un petit peu plus haut. Donc, je crois à l'associatif, je crois à l'éducation et pour moi, c'est là où on peut vraiment faire changer les choses. Peut-être pas assez rapidement, ça c'est le problème, mais je pense que ça a un impact quand même. Merci beaucoup. Il y a une autre question d'Emery qui n'a strictement rien à voir, mais c'est l'intérêt des échanges, qui vous demande si vous avez eu l'occasion de voir des aurores boréales, ou australes plutôt, de ce côté-là. Ben, très peu, parce que du coup, moi, j'allais toujours en Antarctique en plein milieu de l'été, et en fait, il faisait jour en permanence. J'en ai vu 2 fois au Groenland, mais c'était du coup fin septembre, donc c'était le moment où la nuit revient. Mais non, ouais, j'en ai pas vu des extraordinaires en tout cas. Mais ça reste un souvenir incroyable quand même. Alors, j'avais une question de mon côté. Du point de vue psychologique, quand vous partez comme ça pendant plusieurs mois dans ces environnements très hostiles, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce qu'il y a un suivi? Et est-ce qu'il y a un suivi à votre retour?
vis-à-vis de des amis, de la famille, voilà. Ouais. Alors, non, j'avoue que non, en fait, il n'y a pas de suivi. Je sais qu'il y a eu, notamment pour certains hivernages, des docteurs en psychologie qui sont venus pour suivre le fonctionnement donc en vue notamment des missions spatiales, pour savoir un petit peu comment les gens réagissaient et, euh, et voilà, voir comment chaque personne en fait mettait en place ces petits mécanismes pour voilà, survivre. C'est pas survivre, mais vivre dans cet environnement très, très confiné finalement. Mais non, non, il n'y a pas de suivi et je pense que c'est une erreur, notamment pour les hivernants qui reviennent après 1 an et demi. Souvent, c'est des jeunes volontaires. C'est souvent leur première expérience déjà loin du cocon familial, mais aussi première expérience professionnelle. Et, euh, c'est vrai que moi, j'ai vu des jeunes de 18 ans un petit peu craquer parce qu'ils n'avaient pas encore les codes qui leur permettait de gérer ces situations-là. Donc souvent, c'est le médecin en fait qui s'occupe un petit peu de ce suivi de façon un peu officieuse. Mais non, ça manque cruellement et c'est vrai que ça ferait partie des bonnes améliorations à faire, notamment au retour. Une fois que les jeunes ont l'impression d'avoir vécu l'expérience de leur vie, quelque chose de complètement incroyable et qui se retrouvent complètement déconnectés en fait dans la vie de tous les jours, c'est difficile et la majorité des hivernants que je connaissais bien ont mis au moins 1 an à s'en remettre. Donc c'est pas toujours simple. Bonjour, c'est pour faire suite Bonjour. à la question précédente. Il n'y a pas non plus de préparation physique parce que quand même moins 30 degrés, enfin c'est voilà, c'est pas commun. Oui, ouais, je sais. Ben non, pas vraiment. Moi, j'avoue que c'est mon directeur de thèse qui m'avait emmené en montagne quelques semaines avant ma première mission en Antarctique en me disant bon, ben, on va apprendre 2-3 rudiments quand même notamment du travail en cordée puisque il y a des crevasses en fait sur tous les glaciers sur lesquels on va et donc il faut être capable de remonter quelqu'un d'une crevasse mais aussi de savoir comment remonter soi-même d'une crevasse. Donc c'était la seule formation qu'ils m'avaient faite, mais non, j'avoue que l'Institut polaire, c'est pas forcément leur fort, la préparation. Mais bon, je suis sûre que ça va changer. Après, je sais qu'avec les Australiens, il y avait une préparation en premier secours en milieu isolé et difficile qu'on faisait avant. Donc, on avait plusieurs semaines de cours là-dessus. On avait par contre, dans tous les cas, on a de grosses visites médicales à faire, donc avec voilà, énormément de prises de sang pour savoir si on est en bonne santé, des analyses dentaires aussi pour savoir si on n'a pas si on n'a pas une crise de dents de sagesse. En Antarctique, ça devient très compliqué, ça peut très facilement s'infecter et être très grave. Et on a des tests à l'effort aussi. Mais en tout cas pour le travail avec les Australiens, sur place, on avait au moins 3-4 jours de travail dehors. On devait partir assez loin et pouvoir s'orienter, pouvoir utiliser notre sac à dos qui contenait à la fois des réchauds, des kits de survie, pouvoir dormir dehors quand il fait moins 30 degrés. Donc on avait vraiment une formation au terrain. Et ça, absolument tout le monde le faisait. On avait même des artistes à résidence qui étaient dans les stations. Et c'est pareil, ils devaient passer par ça, sinon ils n'avaient pas le droit de sortir de la station. Donc eux, ils formaient un petit peu plus le personnel. C'est vrai qu'à l'Institut polaire, en gros, si on n'a pas une mission à un endroit donné, comme moi j'avais par exemple sur le glacier Mertz, on n'a pas le droit de passer une nuit à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas avec les Australiens, on a un petit peu plus de liberté. Alors, il y avait une question de Sandrine qui n'a pas de micro, donc je vais parler en son nom. Donc, elle demande le pourcentage de femmes sur la base du Mont d'Urville lors de votre dernière mission. Parce que sur les photos, c'est vrai qu'on a vu que ça avait l'air très, très masculin. Alors, du Mont d'Urville, ça a quand même beaucoup changé ces dernières années, donc c'est bien. Mais en général,
sur un hivernage, il y a environ 4-5 femmes pour une vingtaine d'hommes. Mais ça, c'est plutôt nouveau. Moi, je me rappelle la première mission que j'ai faite en Antarctique, on était 4 femmes pour 45 passagers. Et la toute dernière, on était, oui, c'était à peu près le même ratio. Donc, ouais, disons 10%. Mais moi, j'ai des collègues qui ont connu les hivernages sans femmes, où les femmes étaient interdites en fait. C'était qu'entre hommes. Et ils étaient plutôt contents du changement, notamment parce que un hivernage juste entre hommes, c'est vrai qu'à la fin, les hommes vont toujours faire un tout petit effort s'il y a une femme, même si on est en plein milieu d'un hivernage. Après, ça a aussi créé d'autres problèmes, des problèmes de couple notamment du coup, sur les stations, qui est le principal problème. Mais sinon, tout le monde, à part ça, tout le monde est plutôt content de la parité. Non, pas la parité, on n'y est pas encore, mais en tout cas que ce soit mixte. J'aimerais bien revenir sur une autre question, sur un autre point que vous avez abordé à peu près à la fin, sur votre étude sur l'âge glaciaire et sur le rebond, comment vous l'avez appelé, le rebond post-glaciaire. Est-ce qu'on est capable de savoir du coup l'épaisseur en fonction de la vitesse de ce rebond? Est-ce qu'il y a des formules mathématiques qui permettent de calculer ça? Oui, tout à fait. Oui, on le sait et c'est les paléoclimatologues notamment qui travaillent là-dessus. J'avais un ancien collègue qui travaillait sur celle du Canada et on savait même quelle était l'évolution en fait de ces calottes au cours du temps. Donc avec des analyses croisées, hein, il y a des analyses aussi de sédiments qui nous permettent d'avoir des informations là-dessus, plus des enregistrements de température qu'on peut aussi récupérer à travers les cernes des arbres, les analyses isotopiques. Il y a plein de choses qui nous permettent vraiment d'avoir des cartes en fait de l'étendue de ces calottes pendant les différents âges glaciaires. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci Lydie pour cette conférence passionnante et puis qui nous donne à réfléchir, on le savait déjà, mais qui nous donne vraiment à réfléchir sur la suite. Quelle sera votre prochaine mission sur l'Antarctique? Ma prochaine mission, peut-être le Groenland en septembre, mais ça dépendra un petit peu des conditions sanitaires, donc on verra. Croise les doigts. Très bien. Bien, merci à Centre Sciences, merci à vous Lydie, et puis on se retrouve pour une prochaine visioconférence la semaine prochaine, hein, pour ceux qui le souhaitent, mardi prochain 18h30. Nous recevrons Jean-Marc Bonmatin. C'est un chercheur du CNRS d'Orléans, au CBM, qui est spécialiste des abeilles. Et donc, il a démontré la dangerosité des pesticides néonicotinoïdes. Et donc, il est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Lydie. Merci beaucoup à vous. Passé cette soirée. Merci Sébastien de nous permettre d'avoir des conférenciers toujours aussi intéressants. Je voudrais aussi remercier la Ville de Bourges qui nous permet d'utiliser leur plateforme GoToWebinar qui vraiment permet d'avoir un échange avec le public. Merci à tous de vos questions et d'avoir été aussi nombreux ce soir. Et puis, on se retrouve mardi en espérant que vous serez nombreux. Et puis, Lydie, bonne continuation dans votre carrière. Merci à vous tous. Voilà, on va finir cette session-là. On vous laisse sortir de la salle virtuelle et puis on vous laisse repartir dans une vie normale. Merci Lydie, merci Marie-Laure. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.